Bonsoir Luc et bravo. Le film est très très bien réalisé, très bien écrit. Je vais arrêter là toutes les éloges, mais je voudrais juste poser une question sur les volets. C'est toujours bien pour commencer la soirée. Ça met en train. Juste de savoir sur toutes ces images d'archives, on a l'impression que les plans sont même par moments raccords, en tout cas dans les images d'archives, savoir un petit peu où vous aviez été trouver tout ça, parce qu'il y a vraiment des trésors et des perles. On a même l'impression que ça a été tourné exprès, quoi. Ça a été une vraie chasse au trésor. C'est vraiment une aventure dans l'aventure, l'histoire des archives dans ce film-là. Le premier contact que j'ai eu avec ces archives, c'est les archives personnelles de Claude, voilà, qui était en train de déménager. Il me dit, tiens, est-ce que ça t'intéresse de regarder 2-3 trucs? Il me sort des bobines. Je dis, mais oui, je crois que ça m'intéresse. Et effectivement, ils avaient tourné en 16. Et en fait, là a commencé une aventure assez extraordinaire, c'est-à-dire que ça a vraiment décidé de la forme qu'a pris le film. C'est-à-dire que la première fois où j'ai vu Claude à 23 ans qui monte sur le bateau avec son petit bonnet de marin comme ça, puis qui fait son pactage, alors que j'avais le personnage qui avait 80 ans qui me parlait en face, mais je me dis, mais dans l'espace de cette vie-là, il y a quelque chose à raconter qui est extrêmement poignant, qui est extrêmement vrai, et j'ai vraiment eu envie d'aller là, donc j'ai fait le pari qu'on allait trouver des archives sur toute sa vie, parce que je savais que donc il avait mené moult expéditions, que chacune de ces expéditions avait été filmée soit de manière officielle, soit par des types qui étaient là, qui voulaient raconter à leur famille. Et donc là a commencé l'aventure. On est allé chercher des archives russes, puisque tout ce qui est sur Vostok, c'est le fond des expéditions polaires russes. Je ne vous cacherai pas qu'une de mes plus grands regrets sur ce film, c'est de ne pas avoir pu en mettre plus. C'est tout simplement somptueux. Somptueux, enfin à l'image de ce que vous avez pu voir ce soir, des images en noir et blanc, des images en couleur, filmées avec les canons de l'époque, c'est-à-dire que vous avez des types avec des mandibules comme ça, filmés en contre-plongée. On a tous l'impression que c'est des héros de la Révolution, quoi. On est allé chercher des archives dans les expéditions polaires américaines, un fond en 35 mm, tout simplement extraordinaire. Alors il y a eu une espèce de biais, parce que quand ces images sont arrivées, c'était des copies qui étaient très dégradées. On a dit, oh là là, qu'est-ce qu'on fait de ça, quoi. L'expé vaut quand même la peine. Quand on les voit au milieu des champs de crevasses, ça raconte quelque chose. Donc on les a montés presque par dépit, et quand on a vu arriver les originaux, qui étaient du pur 35 dans des qualités absolument sublimes, il y en avait des heures. Et il y aurait aussi un film à faire là-dessus. Quant à l'aventure de Charcot, ils se sont filmés eux-mêmes, donc on a retrouvé énormément de choses. On a même retrouvé des bobines qui n'étaient pas développées, qu'on a fait développer. On était à l'Institut de glaciologie à Grenoble, qui nous dit, tiens, regardez, là sur l'étagère, il y a des trucs qui n'avaient jamais été développés. On a retrouvé des images de Claude en 62, enfin bref, etc. Et on est même allé chercher, on a vu que dans certaines situations, il y avait une deuxième caméra qui filmait, donc on s'est dit, tiens, qui c'est potentiellement? On a travaillé avec Claude, et on s'est livré vraiment une enquête comme ça, et ça a été assez jubilatoire, je te remercie. Et jusqu'à 3 semaines avant la fin du montage, on a retrouvé des archives. Donc ça a vraiment été un truc assez extraordinaire. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'était de jouer le deal, c'est ça, je monte avec des archives. J'ai pas forcément le choix, j'ai pas forcément tout ce que je pourrais aimer, mais pour moi, l'authenticité de ces plans-là, à la fois leur couleur en termes de matière, mais aussi la gueule des mecs. Enfin, il y a ces plans, moi, qui m'ont beaucoup marqué quand ils sont en train de dire au revoir à leurs collègues avant Charcot, et qu'il y a cette espèce de panneau silencieux, que j'ai laissé silencieux, c'était en muet, hein, et ces mecs ont une gueule, mais c'est incroyable, quoi, dans leur chenillette. Enfin voilà, quoi. Donc c'est vrai que ça a été une partie assez jubilatoire du travail qu'on a pu faire. C'est sûr, avec des contraintes, c'est qu'on n'était jamais assez près d'eux, jamais assez sur le regard, jamais assez sur l'émotion d'une certaine manière, parce que c'était la plupart du temps, c'était des types qui n'étaient pas professionnels qui ont filmé ça. Mais la sincérité, je dirais, des images a primé finalement sur la manière, quoi. Est-ce qu'on a une autre question? Parce que moi, je vous avoue qu'en voyant le film, je m'en suis posé beaucoup. Par exemple, toi, tu fais des expéditions dans le Grand Nord, en Antarctique, en Arctique, et on a aujourd'hui un matériel de dingue. Eux, ils sont partis, c'est des fous, quoi. Ils sont partis avec des petites vareuses en enfilant des pulls. C'est à peu près ça. Non, mais voilà. Et quels souvenirs ils ont de ça, Claude, par exemple? Eux, ils n'y allaient pas pour ça. Pour eux, les images, moi j'ai vu la caméra de Claude, je vous assure que le viseur, il est comme ça.
Je me dis, mais comment les types, avec les lunettes de glacier, avec les moufles comme ça, le déclencheur, c'est un espèce de truc pourri, même à main nue, on n'y arrive pas, quoi. Mais comment ils avaient réussi à faire ces plans? Et c'est marrant parce que donc ils avaient 2 caméras, si on parle de l'épisode Charcot, donc 56, 57, cet hivernage dans cette espèce de cahute de terrier, quoi, littéralement, quoi. Et je pense qu'ils avaient une liste de plans. Ils avaient une liste de plans et ils ont fait ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire qu'ils avaient tous les 2 une caméra, donc tous les 2, ils ont fait le plan qu'on leur demandait. Et on voit les plans symétriques, ils ont juste changé leur position à table, mais c'est toujours. Donc il n'y avait pas beaucoup de créativité là-dedans. Ils ont filmé parce qu'on leur avait demandé, et puis entre-temps, ce qui les faisait vraiment triper, c'était faire de la science. Donc c'est presque par accident, ou en tout cas par nécessité politique, qu'ils ont fait ces images-là. Mais ils n'y ont pas investi plus de sentiments que ça, au fond, quoi. Est-ce que vous avez des questions pour Luc, s'il vous plaît? Je voulais juste vous présenter François Pumire, qui travaille avec moi. Il va être ravi de monter avec moi sur scène, il adore ça. Pourquoi je vous présente François? Parce qu'il travaille sur toute la partie digitale du projet. C'est plus la partie philanthropique de White Touch, donc ça c'est tout le programme éducatif qu'on a pu faire. C'est François qui a conçu, créé, imaginé, réalisé éducationlaglaceaciel.com. Donc c'est aussi un volet important pour moi. Donc si vous avez des questions pour quelqu'un qui pratique le même langage que vous, je serais ravi de pouvoir vous le présenter davantage. Voilà. Tu peux nous en donner l'adresse? Et je serais ravi de vous répondre à vos questions. Éducation.laglaceaciel.com. Je vous conseille ce site qui est d'une richesse incroyable. Donc, toute l'équipe de Wild Touch, l'association montée par Luc, a travaillé à la production de contenu pédagogique. Donc, tu peux nous parler. Tout à fait, grosso modo, ce site-là, en fait, va raconter l'histoire du film, mais en amenant tout un savoir pédagogique, tout un storytelling nouveau, autour de l'histoire de Claude et de l'histoire du changement climatique, bien évidemment. Donc c'est plein de grandes histoires. C'est l'histoire de Claude, c'est l'histoire des 800 000 ans du climat. Ce sont les histoires de percer dans la glace, ce sont les histoires de l'atmosphère, comment fonctionne l'atmosphère. Donc on raconte là plein d'histoires, avec un fond pédagogique, plusieurs niveaux de lecture qui permettent à tout un chacun d'avoir un contenu relativement simple d'abord, et puis ensuite beaucoup plus fouillé ensuite pour comprendre qu'est-ce que l'atmosphère, qu'est-ce que le climat, qu'est-ce que le réchauffement climatique, quelles sont les conséquences du réchauffement climatique jusqu'au changement philosophique et de l'anthropocène, c'est comment on pense l'avenir de l'homme vis-à-vis de ce changement climatique. Voilà. Donc, je vous enjoins bien évidemment à aller voir ce site. Madame. Merci, j'irai voir volontiers. Je suis journaliste, je travaille pour Place to Be, COP21, projet d'Anne-Sophie Novelle. Moi j'ai envie, à la suite de ce film, de vous interroger sur, le film il sort un mois avant quasiment le début de la COP. Quel regard vous, après ce travail, vous portez sur les négos? On le voit à la fin, moi je trouve que c'est assez émouvant quand on voit quand il est récompensé, on voit bien que c'est pas là le problème. Donc un peu votre regard sur ces négos, quand on remonte le fil de sa vie, on voit bien que quel regard vous portez là-dessus, et puis en quoi justement le fait de voir ce film pour vous, pour les enfants, pour des gens qui ne sont pas forcément sensibilisés à cette question, ça peut justement avoir un impact à un moment où on peut plus se permettre d'attendre et d'alerter sans agir. Beaucoup de choses à dire là. N'oubliez pas que ce film a été un film au long cours, c'est-à-dire qu'on l'a commencé il y a 4 ans. Oui. À une époque où on n'en était encore pas là, je dirais, de la prise de conscience. On parlait déjà du GIEC évidemment, mais on ne parlait pas forcément des différentes COP qui se sont succédées. On parlait surtout d'un retentissant échec qui s'appelait Copenhague, avec une société civile, des ONG qui étaient sonnées littéralement. Après, c'était ce grand bond en arrière qu'on avait fait à ce moment-là. Donc, l'idée pour moi, c'était pas une fois encore jongler avec les concepts du réchauffement climatique. Je pense que tout le monde, ceux qui ont envie de savoir, savent maintenant. Ceux qui n'ont pas envie ne savent pas, mais ils n'ont pas envie de savoir. Donc très bien, comme ça on sait où sont les différentes divisions, les différents corps d'armée. Moi, ce qui m'importait, c'était ramener le témoignage de Lorius. Pour moi, Claude, c'est un personnage historique, avec un grand H, qui, à travers une existence extraordinaire,
a vécu un moment charnière dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un changement de paradigme. Claude y part à la grande époque du progrès. Le progrès est littéralement Dieu quand Claude part. Et Claude va documenter, va s'apercevoir que chaque geste que fait l'humanité a une conséquence sur la planète. Et c'est lui qui va nous dire finalement, l'humanité rentre dans une espèce d'âge adulte, c'est-à-dire qu'elle est responsable de ses propres actes. Et ça, pour moi, c'est vraiment un élément essentiel. C'est rare qu'un destin rencontre à ce point-là la grande histoire. Donc, porter ce témoignage, pour moi, c'était essentiel, parce que c'était aussi une façon de dire aux jeunes générations, cet héritage qu'on vous lègue, là, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel, c'est le fruit de quelque chose de prodigieux, de gens qui se sont investis, qui ont pris des risques, certains y ont laissé la peau, ils ont sacrifié leur vie de famille, ils sont partis loin, longtemps, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais aussi le meilleur de l'homme, c'est-à-dire la créativité, la capacité à comprendre, la capacité à créer des technologies, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment mis en place, qui est à mon avis une démarche qui est exemplaire. Ils ont su transgresser les tabous de la guerre froide. Hein. Replacez-vous 50 ans en arrière. On était quand même sur le point d'appuyer sur les boutons pour se balancer des ogives nucléaires sur la figure. Donc c'était un contexte incroyablement tendu. Et eux, ces glaciologues, ces gens de l'Antarctique, ont su passer au-delà en disant là, ce qu'on est en train de trouver, ça intéresse l'humanité entière et on va faire fi de tous les clivages. Et je pense que ramener ces questions-là à l'humain était pour moi essentiel. Je trouve que c'est vraiment une des qualités remarquables du cinéma, c'est à travers une histoire singulière, pouvoir parler de l'universel, et Claude me permettait d'aller là. Et je crois qu'aujourd'hui, pour moi, ce film est bien plus qu'un documentaire ou qu'une énième narration sur le réchauffement climatique. C'est d'abord un grand film d'aventure, et c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire d'un destin. Et c'est comme ça que j'aime à le présenter, parce que je crois que les choses sont induites, c'est des choses auxquelles on va penser. Et on peut y penser aujourd'hui parce qu'effectivement, on a un niveau de conscience, on a un niveau de prise de conscience collective qui est bien plus élevé que ce qu'il était il y a 20 ou 30 ans. Ne pas oublier aussi que Claude, aujourd'hui, nous dit qu'il est optimiste. Ça peut paraître un peu drôle, mais n'oublions pas que quand il y a 30 ans, il sort ces données-là, le réchauffement climatique, ce n'est pas une notion qui existe, personne n'en parle. Il y a une dizaine de chercheurs dans le monde qui sont en train de flairer qu'il se passe quelque chose, mais la première chose sur laquelle Claude a dû se défendre quand il a sorti ces données, c'est ceci n'est pas une cabale, c'est la vérité, c'est vérifié scientifiquement, en dépit du fait que c'était sorti dans Nature, donc qui est le journal majeur par excellence. Et Claude a passé sa vie, littéralement, à se battre contre les climato-sceptiques, à se battre pour faire admettre à l'humanité qui n'avait pas du tout envie d'entendre ça, parce que c'était d'une certaine manière un empêcheur de consommer en rond. Il s'est battu toute sa vie pour faire admettre ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce film, avec tout ce qui se passe, avec les manifestations pour le climat, etc., Claude, il se dit, finalement, on n'a pas perdu notre temps. Et c'est effectivement un peu paradoxal pour nous qui sommes dans le bain et qui nous disons, mais les choses vont pas assez vite. Tu montres, je trouve, assez bien quand même, avec quelques plans fugaces, mais le plan de Cousteau, le plan des présentateurs télé, où on lit clairement dans leurs yeux qu'ils le prennent pour un abruti fini et un affabulateur. Le petit hochement de tête de Cousteau, il est magique, quoi, alors que c'était lui qui représentait, je dis bien, représentait la nature à cette époque-là. Non, mais vous avez peut-être eu la curiosité de revoir Le Monde du Silence. C'est parfaitement regardable aujourd'hui. C'est d'une violence, éthiquement c'est insupportable. On les voit massacrer des requins, il y a un petit cachalot qui passe dans les... je me dis, mais comment ce truc, il y a eu un Oscar, la Palme d'Or, comment Cousteau... Mais c'est parce que c'était comme ça, c'est comme ça qu'on voyait la nature, c'est comme ça qu'on voyait les choses à ce moment-là. Et le fait que Cousteau soit climato-sceptique, on ne peut pas lui faire un procès en déni de nature, mais pour lui c'était bullshit, quoi. Ça n'existait pas, c'était un phénomène naturel. Et il a fallu convaincre ces gens-là en premier. Et c'est vraiment le boulot qu'a fait Lorius et d'autres. Et c'est assez remarquable, mais on a du mal à se mettre dans cette situation psychologique aujourd'hui. Messieurs, dames, madame, j'avais une question très simple. Je voulais savoir comment est-ce que vous aviez découvert le personnage de Claude Lorius et qu'est-ce qui vous avait vraiment motivé à faire ce film. Si je voulais résumer, je dirais que c'était un coup de cœur. J'ai rencontré Claude un peu par hasard, un soir où je traînais à Paris, en plus j'habite pas à Paris, donc je suis pas souvent là le soir. Et on me dit, tiens, il y a Lorius qui présente son bouquin La Maison de la Géographie. Donc je vais là-bas, on commence à discuter, et c'est vrai qu'on avait plein de choses à partager, parce que moi quand j'étais étudiant,
Donc je travaillais en Antarctique, Claude était le boss des expéditions polaires françaises, donc pour moi Lorius c'était le patron, quoi, tout simplement. Quoi. Et on tombe dans les bras l'un de l'autre. Vraiment, on se retrouve, on s'aperçoit qu'on a eu une vie un peu similaire à 40 ans d'écart, avec des circonstances un peu troublantes. Et il commence à me raconter sa vie, commence à me raconter son aventure. Et c'est un moment où il est extrêmement fragile. Il est malade, ça va pas bien, il est vraiment... Et plus je l'entends raconter les choses, plus je me dis, oula, mais là, il y a un truc génial. Et puis plus je me dis, mais attends, demain, ça se trouve, ce type, il est plus là. Et je me dis, je peux pas laisser perdre ce type. C'est pas possible, je pourrais pas imaginer demain me dire, tiens, dans la nécro, Lorius a disparu. Et donc, j'ai une espèce de réaction intuitive, comme ça, je sollicite quelques collègues, et on fait 10 jours d'interview, où on le met dans un studio, on l'éclaire bien, on met du bon son, etc. Et puis je lui dis, bah, vas-y Claude, raconte-moi ton histoire. Et ça dure 10 jours, et il me défile comme ça toute son histoire, de ses tout débuts, du moment où il jouait au foot à Besançon, en passant par l'arrivée à Tahiti, sa nuit d'amour à Tahiti, je vous passe les détails croustillants, mais c'était absolument génial. Et ce type, voilà, tournait les pages de sa vie littéralement devant moi, comme ça. Et à l'issue de ça, je ne sais plus comment on en arrive à ça dans la conversation, il me dit, j'aurai 80 ans dans 2 mois. Je dis, attends Claude, tes 80 ans, on va aller les faire en Antarctique. Et on se démerde et on arrive à trouver des places sur un bateau et on se retrouve 2 mois plus tard, effectivement en péninsule antarctique. Et donc avec une petite équipe, avec un peu de son, un peu d'image, etc. Et là d'un seul coup, je vois Claude, personnage incroyablement à l'aise là-dedans, ravi d'être ici parce que l'Antarctique ça passe jamais en fait, ce goût-là en tout cas. Et je vois la résonance du personnage avec le paysage dans lequel il est. Je vois aussi sa pudeur. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu Claude se plaindre, j'ai jamais entendu dire ça fait chier, ils m'ont pas entendu, ça fait. Et j'ai trouvé que dans cette retenue, dans cette émotion intérieure qu'il avait, il y avait une force incroyable. Et j'ai dit effectivement le film il est là. Il faut raconter l'histoire de ce type qui se penche sur son passé, qui va faire un voyage presque imaginaire autour du monde, qui va retourner voir 30 ans plus tard ce qui s'est effectivement passé et qui va dérouler le fil de sa vie comme ça sur nous et le film est parti comme ça. C'est un magnifique témoignage. Est-ce que l'histoire que Claude raconte, l'anecdote des bulles dans le whisky, ils ont vraiment pris une bonne mûre entre copains et c'est arrivé comme ça? Ça, il y a 99% de chances que ça soit vrai. Pour ce qui est de la murge. Je pense que pour les glaçons aussi, c'est-à-dire que c'est la baignoire d'Archimède. Hein, c'est à un moment donné un scientifique qui est prêt à voir quelque chose. Et là, ça faisait déjà, on était en 64, donc ça faisait une dizaine d'années que Claude travaillait sur ces questions-là, il venait de finir sa thèse, etc. Et effectivement, c'est le moment qui déclenche, c'est le moment où il se dit, mais effectivement, dans ces bulles, il y a probablement les archives du climat du passé, il faut que j'arrive à analyser ces bulles. Et c'est vrai que quand on prend la taille d'une bulle qui est coincée dans un glaçon, je vous assure que c'est pas gros, il faut être sacrément, chimiquement parlant, audacieux pour se dire un jour je vais être capable d'analyser ce petit truc là, parce que effectivement il lui faut 10 ans. Il lui faut 10 ans pour y arriver, avec des équipes incroyablement pointues, des gens extraordinaires, parce que évidemment quand on commence à vouloir extraire cette glace, même sous vide, elle se mélange à l'eau, elle crée de l'acide, etc. Je vous passe les détails, mais c'est une tannée absolue avant d'arriver à trouver une méthodologie. Et effectivement, le jour où il y arrive, eh ben, c'est bingo, parce que là, d'un seul coup, l'histoire du climat commence à s'écrire à livre ouvert. Et comme vous l'avez vu dans le livre, après, il va buter de manière assez étonnante contre un problème technique qui est simplement le fait de physiquement être capable de forer la glace. Et ça, c'est encore un problème aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était sur la base russe de Vostok avec des carottiers, on coince encore des carottiers dans des puits de forage, parce que la glace est très plastique, c'est vraiment un matériau compliqué à forer, et on continue à perdre des mois et des années de forage, tout simplement parce qu'on ne sait pas extraire les carottiers. Donc ça, c'est aussi une aventure en tant que telle, mais oui, je pense que l'anecdote est avérée en tout cas. Merci. Monsieur? C'est peut-être un peu prématuré, mais vu que Jacquet a fait la marche de l'empereur, il était une forêt, pardon. Là, on vient de voir le ciel et la glace. On s'attaque à quoi après de tels monuments? J'ai beaucoup d'envie. J'ai une envie dans la lignée de White Touch qui est plus qu'une envie. C'est un projet qui
qui s'appelle The Flood of Life, qui va être un tour d'horizon de la biodiversité sur 5 expéditions pendant 5 ans, pour raconter comment chaque créature vivante sur la planète est directement connectée à toutes les autres. Donc ça c'est vraiment la partie, je dirais, dans la continuité effectivement d'Il était une forêt, de la glace et le ciel, la partie vraiment engagée, philanthropique de mon travail. J'ai aussi des grandes envies de cinéma, avec un grand film autour de la naissance de l'art, et qui a fait Lascaux, pourquoi l'a-t-il fait, dans quel contexte, etc. Et donc j'ai envie de me faire un petit voyage 18 000 ans en arrière. Ça n'a rien à voir avec la glace. Mais voilà, je suis absolument fasciné par ces tout premiers peintres de l'humanité qui ont envie de travailler là-dessus. Donc c'est aussi un projet sur lequel je travaille activement, et sur lequel j'ai déjà passé pas mal de temps. Les projets somme toute assez simples. Voilà, encore proposition commerciale idéale, mon distributeur va être ravi. Ton producteur aussi. Mon producteur si j'en trouve un. Ah pardon, j'ai cru que vous aviez une question, excusez-moi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi j'ai une dernière si j'ai le droit. Mais vous avez tous les droits. Il me semble que vous repartez, non? Vous n'allez pas en expédition? Il vous semble bien effectivement que je repars. Là on va partir à 11 sur une grosse expé en Terra Deli, puisque c'est les 10 ans de la marche de l'Empereur. Et moi je voulais vraiment prendre la parole sur la COP21 depuis l'Antarctique. Parce que c'est de là-bas que l'alerte climatique est venue. J'ai évidemment une relation historique avec ce continent qui me fascine. Donc toute la prise de parole pendant la COP, je vais la faire depuis l'Antarctique, et on va faire avec 2 photographes qui sont Vincent Munier et Laurent Balesta. Laurent Balesta, vous le connaissez peut-être, c'est un plongeur qui va chercher à 100, 120, 200 mètres sous la surface des images absolument extraordinaires. Vous l'avez peut-être vu avec Nicolas Hulot sur Ushuaïa, vous l'avez peut-être vu dans Paris Match. Et sur la surface, on va travailler avec quelqu'un qui s'appelle Vincent Munier, qui est un des 10 meilleurs photographes animaliers au monde, qui est dans le team privilégié Nikon. Et donc tous les soirs, on va envoyer une nouvelle photo depuis l'Antarctique, depuis la COP, qui sera vraisemblablement, je touche du bois, projetée sur les tours de la BNF à Paris, et peut-être dans d'autres endroits dans le monde. Une grosse expérience immersive. Peut-être que François, tu peux nous en parler aussi, c'est-à-dire qu'on va partir. Moi, j'ai envie de me confronter à cette écriture de l'Oculus, de la VR. Donc, on part aussi avec ça pour travailler sur le son, pour travailler sur l'image, pour voir comment on peut ramener de la narration sur ces technos-là. Donc là, c'est vraiment de la recherche et développement pur, mais c'est aussi l'opportunité de raconter l'Antarctique d'une manière qu'on n'a encore jamais, à mon sens, explorée. Donc effectivement, une mission très conséquente de 2 mois, novembre-décembre. Et on sera de retour au début janvier si tout va bien. Donc effectivement, en digital, on rattrape un petit peu. En digital, on va avoir 3 grandes phases. C'est un grand projet digital. Vous allez pouvoir suivre à partir du 10 novembre. Donc les équipes vont arriver là-bas à peu près opérationnelles 6, 7, 8, comme dit là-bas, météo permettante. Voilà. Tout dépendra un petit peu de la météo. 2 jours après, on rattrape. Nous, on amène tout le matériel satellite là-bas pour envoyer des images en direct, des vidéos en direct. Donc il va y avoir un site Wild Touch qui sera dédié à l'expédition. Donc tous les jours en direct, il y aura des ressentis des explorateurs qui vont nous envoyer tous les jours des vidéos, des courts formats, des longs formats de 2 minutes 30 où ils vont nous expliquer ce qu'ils vont voir, ce qu'ils vont essayer de comprendre de la science là-bas, de l'avancée de la science aussi en Antarctique. Donc ça, c'est une première version qui va durer 40 jours, vraiment en direct de l'Antarctique. Ensuite, on aura une version 2 où on va travailler en 360 sur des expériences desktop et mobile, en cardboard, où les équipes qui vont être là-bas, donc les 11 personnes qui vont être là-bas, vont tourner les plans 360, on a écrit les scénarios qui vont permettre de revivre en tant qu'utilisateurs, qui vont permettre de revivre un petit peu les impressions qu'ils vont avoir. Et puis effectivement une 3e version encore derrière qui sera en Oculus, qu'on aura tourné spécialement pour Oculus, réalisé par les différentes personnes qui vont être là-bas. On va avoir des scénarios complètement immersifs en Oculus pour vivre entièrement leur expédition en Antarctique. Voilà. Donc on a un grand projet digital d'1 année entière qui va aller de novembre 2015 à novembre 2016, en passant par toutes ces phases. Premier temps direct, 2e temps desktop et mobile, 3e temps Oculus. Tout ça, c'est sur le site Wild Touch. Vous trouverez tout ça sur le site Wild Touch avec des sites, un grand site dédié à l'expédition pendant toute une année. Oui.
Une dernière question, bonjour. Marion, je suis bénévole au sein des Climate Leaders de l'association d'Al Gore. Et en fait, ce qui m'a choqué dans votre film, dans le sens positif, c'est que on voit que l'équilibre de la planète depuis des centaines de milliers d'années, c'est quand même sur une fourchette qui est très mince, c'est-à-dire c'est toujours plus ou moins 5 degrés, plus ou moins 120 mètres d'eau, plus ou moins tel ppm de carbone. Et la question qui me vient, c'est est-ce que c'est pas utopiste de croire qu'on peut encore arrêter les choses? Parce que quand on voit la vitesse avec laquelle on a explosé le plafond, est-ce que c'est pas trop tard en fait? Est-ce que... On se fait sauter le caisson. Ouais. On essaye de faire quelque chose. À la sortie. Moi, étant d'un naturel plutôt optimiste, je vais essayer de faire quelque chose. Moi, je crois que là, on a vraiment un précédent en tant qu'espèce. Et là, c'est un peu biologiste qui parle, même plus qu'un peu. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de l'évolution qu'une espèce a dans les mains le sens de sa destinée. On s'appelle Homo sapiens sapiens, donc on est prétendument intelligent. Donc j'ai bon espoir que ça se concrétise un jour. Et je crois que chaque fois que l'humanité, et ça rejoint ce que dit un peu Glorius, chaque fois que l'humanité a été confrontée à des choses qui la dépassaient, elle s'est sublimée quelque part. Alors, après, ça va être à nous de choisir à quel point on a envie d'être sublimé. Parce que c'est vrai que si on s'arrête maintenant, ça va être compliqué. Si on s'arrête dans 20 ans, ça va être bien plus compliqué. Et un peu plus tard, ça va être encore plus compliqué. Donc, moi, voilà, j'ai 47 balais, j'ai 3 enfants. Je ne peux pas imaginer laisser un monde en perdition à mes enfants. Quand je fais des avant-premières, que j'ai des parterres d'enfants dans la salle qui sont extrêmement concernés, qui sont extrêmement conscients de tout ça, qui récupèrent cet héritage en disant, ben voilà, quand on mange, on ne sait pas si on s'empoisonne ou pas, quand on respire, au moins on est sûr qu'on s'empoisonne, et quand on boit de l'eau, on ne sait pas quelle est sa qualité, et avec le réchauffement climatique, on ne sait pas ce qu'on va devenir. C'est assez génial de penser qu'on commence à la vie à 7 ans quand on a déjà ça à l'esprit. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, notre rôle, notre devoir moral, c'est de les aider à comprendre. C'est quoi ces notions qui sont complexes, qui nous dépassent, et surtout de faire de sorte de leur donner envie de se mobiliser. Et c'est vrai que des exemples comme Glorius, ce sont des gens qui sont intéressants, parce qu'ils ont su se surpasser, ils ont su aller au bout d'eux-mêmes, ils ont su être solidaires, ils ont su être géniaux quelque part, et je crois que la solution, elle tient là-dedans. Et je pense que si on est capable juste de donner envie, juste de faire de sorte qu'on arrête de subir cette société qui nous acclame en se disant mais on peut redevenir créatif, on peut devenir innovant, on peut inventer quelque chose d'autre, je trouve que ça ouvre des perspectives qui sont considérables, et je pense que là il y a vraiment un espoir qui est pertinent. Et moi j'ai envie d'emmener les gens là, parce que encore une fois j'ai pas envie de baisser les bras. Si tu me permets d'ajouter un fouillat à ce discours, ce qui est formidable c'est que le film de Luc et le discours de Luc sont limpides, il n'y a pas de punition ou de fatalisme, il y a juste une envie de donner envie. Et je crois que toutes ces questions-là, quand on les aborde dans leur ensemble, elles font peur. Enfin, moi je sais que pendant des années, c'était des sujets qui m'ont paralysé. Et le tableau s'éclaire un petit peu quand on comprend qu'il suffit de faire sa part. Et chacun à son niveau, faire son petit écho, sa part dans l'aventure et participer avec ses petits moyens à une action globale, c'est ça la solution. C'est sûr que si on s'attaque au problème dans son intégralité tout seul, on est dépassé. Mais si vous changez de perspective et vous dites que chacun dans votre vie, vous faites les petites choses du quotidien ou les petits engagements professionnels et moraux qui vont bien, si on le fait tous notre part, c'est plus un vrai problème en fait. Oh, mais vous prêchez une convaincue. Moi, Je sais. Je fais ma part, mais c'est que je vois tellement de gens qui font pas la leur que des fois, je suis plus aussi optimiste que vous. Mais c'est bien, vous m'avez redonné la foi. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Luc, s'il vous plaît? Moi, j'ai une question technique. Il y a beaucoup de plans où on voit Claude plonger au milieu de la nature et on voit pas de traces de pas dans la neige, ou on voit à des endroits qui sont complètement inaccessibles. Donc je me demande comment vous avez fait pour faire ces plans. Le parachutage. C'est pas compliqué. Donc à 82 ans, il a fait du parachute. Non, si vous faites allusion au plan de fin, on a effacé les traces tout simplement. Mais il y a plein de situations, on s'est débrouillé tout simplement pour faire des traces dans la neige. J'ai un petit peu l'habitude de travailler dans la neige, donc je subis les traces de pas sur un plateau de manière récurrente depuis quelques dizaines d'années.
Mais Donc c'est quoi les techniques justement pour effacer les bah, traces? vous pouvez pas effacer les traces dans la nuit. C'est-à-dire que vous vous débrouillez pour avoir des choses en contrebas, des chemins creux, des choses comme ça, avec une position de caméra qui vous permet de voir ça. Voilà, on y arrive. Hein. Et puis c'est des installations caméra qui vous permettent de bouger au fur et à mesure que vous faites des traces. C'est assez bête au fond, c'est assez simple, c'est juste un peu de temps. Mais je me permettrais de souligner quand même la vaillance de Claude. Vous avez vu où on a été le percher, et il était toujours partant. C'est-à-dire que je crois qu'on lui a littéralement donné une deuxième jeunesse, et je crois qu'il n'y a rien qui l'excitait autant quand il disait tiens, la falaise là-bas, Claude, ça serait pas mal. Ouais, on y va. Attends, Claude, on va t'aider quand même. Et c'est ce qui a été assez prodigieux dans l'expérience de ce tournage-là, c'est que c'est quelqu'un qui a été un chef d'expédition pendant toute sa vie, qui a été un leader, qui a vécu dans cette ambiance de réaliser l'impossible finalement. Et à 80 ans, on lui a vraiment offert un espèce de camp de vacances génial en disant bah tiens Claude, après-demain on va partir en Polynésie, après on va aller au Portugal, et puis on va aller et puis tu vas voir, tout va être encore plus compliqué que d'habitude, etc. Il a adoré ça. Oui. Est-ce que sa famille et lui-même ont vu le film et qu'est-ce qu'ils en ont pensé? Bien sûr. Enfin, je ne pouvais pas imaginer montrer le film à la première personne qui l'a vu, c'est lui évidemment, y compris dans les étapes de montage, parce que il m'a quand même confié implicitement sa postérité dans les mains. Moi je lui ai dit, effectivement, je vais te tendre un miroir, mais ce miroir il ne sera pas objectif. Il passe par ma façon de te voir et ma propre subjectivité, donc il était important pour moi qu'on ait un espèce de feedback comme ça. Il était hyper ému, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on a retrouvé des images dont il ignorait même l'existence. Et puis je crois que, je ne sais pas l'effet que ça me fera, mais si à 80 ans je vois ma vie défiler comme ça, je pense que ça doit faire effectivement un peu bizarre. Donc je l'ai aussi ménagé par rapport à ça, pour pas que ça lui fasse un choc trop important. Et effectivement, j'ai souhaité très vite que ses enfants puissent voir le film. Tout simplement pour appréhender ça, c'est pas à vous que j'apprendrai ça. Le cinéma, ça peut être violent, ça peut être étonnant dans ses réactions. Donc pour moi, il était indispensable que tout son cercle familial puisse suivre le processus de création, pour pas se sentir démuni ou dépassé par ça. Et vous avez eu des réactions particulières de la famille? Des ressentis sur son absence, sur des paroles qui se sont... Moi, je suis pas allé là, mais je sais que ça a déclenché ça. Je sais que ça a déclenché ça parce que je pense que ça, c'est un vécu difficile pour Claude, que d'avoir été aussi absent. Et c'est pas moi qui vais dire le contraire. Et je crois qu'il y a effectivement eu j'ose pas dire des catharsis, mais en tout cas, il s'est passé des choses à ce moment-là. Ils se sont dit des choses à ce moment-là. Et c'est vrai que Claude est à un moment de sa vie où il retrouve beaucoup ses enfants. Et je pense qu'effectivement, le film ne s'est pas neutre dans leur histoire familiale. J'ai été très touchée par la narration. J'ai trouvé que c'était absolument sublime, que les mots étaient bien choisis, que l'impact était très fort. Je me demandais si vous aviez travaillé ensemble dessus, si c'était son récit à lui. Non, en fait, je l'ai beaucoup écouté. J'ai beaucoup écouté aussi les gens qui ont travaillé avec lui, très proches. Mais il y a un moment, il faut faire tenir ça dans 1h30. Donc c'est sûr que c'est une narration qui est particulière, c'est des mots qui sont choisis. Moi, j'écris en même temps que je monte. C'est-à-dire qu'avec le monteur, j'ai tout le temps le micro pour maqueter. Et c'est vrai que moins il y a de voix, mieux je me porte. Donc je suis toujours dans cette logique d'économie de mots pour laisser le plus de place possible à l'environnement sonore, musical, etc. Et c'est vraiment, c'est des couches de travail perpétuelles, permanentes pour arriver à quelque chose qui se tient, mais ça c'est vraiment une des premières questions que je lui ai posées, c'est tu te sens pas trahi par ça? Est-ce que ces mots sont justes? Est-ce que ça correspond à ce que tu ressens, etc. Mais je pense que le cheminement qu'on a fait ensemble fait qu'à un moment donné, je serais même plus capable de vous dire ce qui vient de moi et ce que j'ai entendu de sa part. C'est-à-dire qu'il y a une fusion qui se fait et c'est le but du jeu, et c'est ce qui est intéressant au fond. Est-ce que quelqu'un a une dernière question peut-être?
Madame. Quelle a été votre meilleure expérience de tournage pendant le tournage? Ah, c'est toujours la question pénible, ça. Il y en a trop. Je pense que le premier voyage qu'on a fait ensemble en Antarctique était particulièrement émouvant. Sur plein d'aspects, sur plein de plans, c'est sûr que c'était quelque chose. Mais je pense que pour moi, ma meilleure expérience, c'est le moment où on met le pied sur le tapis rouge à Cannes. Et j'ai Claude qui tremble comme une feuille, comme ça. Et je me dis, ben voilà, enfin c'est fait, quoi. Ce type qui a été ignoré par la postérité, qui a été un peu méprisé par l'histoire, il a enfin son moment de gloire. Et je trouvais que cette espèce de résonance du cinéma qui rend hommage à la science dans le temple du cinéma qui est le Festival de Cannes, a fortiori sur sa clôture, ça avait de la gueule, passez-moi l'expression, quoi. Et je pense que pour Claude, ça a été un grand moment. Et le fait de pouvoir offrir ça à quelqu'un, je vous assure que c'est le plus beau des cadeaux. C'est vrai que ça Ouais, bravo. Une dernière question, on laisse Luc repartir à ses aventures. Non? Bon, bah écoutez, on vous remercie d'avoir été là avec nous.